Donc bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence consacrée au casse-tête de l'emploi. Alors pourquoi l'emploi dans des rencontres consacrées à l'investissement? Parce que, évidemment, l'investissement est supposé être un moyen au service de l'expansion, de la croissance, de la prospérité et donc de l'emploi. En vertu du célèbre théorème de Schmitt, l'ancien chancelier allemand, énoncé en 1974, selon lequel, vous le savez, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain. Bon, en fait, ce n'était pas du tout un théorème, mais plutôt un slogan politique destiné à faire avaler aux citoyens allemands une nouvelle contraction des salaires. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la formule est restée célèbre, même si aujourd'hui, le lien entre investissement, profit et emploi est régulièrement questionné, voire mis en doute. Alors, ce lien est-il toujours d'actualité? Comment expliquer la panne actuelle qui semble frapper nos économies et pas seulement la France? Est-ce que nous nous dirigeons dans nos pays industrialisés vers une croissance sans emploi? Que peut-on faire? Quel est le lien avec la croissance, avec l'éducation, avec la recherche? Qu'attendre des politiques dans ce domaine? C'est de tous ces sujets dont nous allons essayer de parler ce matin dans le temps relativement limité dont nous disposons. Alors, je vous présente très rapidement nos invités. Juste à côté de moi, Pierre Nanterme, PDG d'Accenture. À ses côtés, Éric Woerth, député et ancien ministre. À côté, Enrico Giovannini, économiste et ancien ministre du Travail. À ses côtés, Kemal Dervish, économiste et ancien ministre. Également, à côté encore, Jean-Luc Placé, président de la Fédération Syntec. Enfin, notre expert du Cercle des économistes, Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Alors, vous savez, conformément à ce qui se passe dans ces débats, notre discussion va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, Patrice va nous dessiner le cadre de la discussion, les chiffres qui comptent, les questions qui se posent, et puis Enrico Giovannini va introduire la session, et enfin, on va entamer une discussion en deux temps, avant enfin de laisser la parole à la salle, en commençant par notre ami étudiant Arnaud Frontenot, qui est au premier rang. Voilà. Alors, Patrice Geoffroy d'abord, dites-nous à quoi ressemble le chômage aujourd'hui et pourquoi parle-t-on d'un casse-tête? Bien, le casse-tête, effectivement, c'est parler du chômage en 4 minutes, mais à vrai dire, ce serait sans doute plus compliqué d'en parler en 40 minutes, donc essayons de tenir la contrainte. Donc c'est un casse-tête, notamment parce que le monde, Philippe, que tu évoquais tout à l'heure en faisant référence au théorème, entre guillemets, de Schmitt a bien changé. C'est une époque dans laquelle on pensait qu'il y avait une relation mécanique. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, on sait que le profil crée certes des investissements qui créent ensuite des emplois, ici ou ailleurs, demain ou après-demain. Donc la relation s'est distendue. Et si on regarde près de nous, en Europe, on peut observer par exemple que dans les années 2000, les entreprises espagnoles ont investi 5% de points de PIB de plus que les entreprises allemandes et qu'à l'heure actuelle, le chômage en Espagne est à peu près 5 fois plus élevé qu'il ne l'est par ailleurs en Allemagne. Donc cette relation s'est transformée. Ce que je vous propose autour de 2 séries d'observations, effectivement pour poser le cadre, c'est tout d'abord de vous donner quelques éléments au-delà d'Aix, au-delà de la France et de l'Europe même, sur la nature du chômage et le volume du chômage à l'heure actuelle, et puis par ailleurs sur ce que l'on a appris au travers de cette crise qui joue les prolongations, sur la relation entre investissement et chômage autour de laquelle nous sommes interpellés. Donc ce chômage aujourd'hui, à quoi ressemble-t-il? Il est intéressant de l'observer au niveau mondial. C'est une échelle qu'on adopte assez peu. Le chômage se regarde plutôt près de chez soi et donc au niveau mondial, on a à l'heure actuelle 200 millions de chômeurs. Je suis incapable de dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, ce sont des nombres importants. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'on a 75 millions de jeunes gens qui sont au chômage et surtout on a 60 millions d'emplois qui ont disparu au travers de cette crise, 2 tiers d'entre eux étant des emplois qui sont venus abonder, si on peut dire, le volume de chômeurs, et puis le tiers, mais le tiers c'est tout de même 20 millions de personnes, ce sont
enfuient dans la nuit et sont ce qu'on appelle des travailleurs découragés. Donc à l'évidence, on est dans un phénomène qui est un phénomène massif. Cette crise aura un effet de traîne. Et nous sommes très attentifs en France au retournement de la courbe du chômage. Eh bien, l'Organisation internationale du travail nous dit qu'au niveau mondial, la courbe du chômage ne s'inversera pas avant 2018-2019. Nous avons quelques espoirs qu'il en aille différemment en France, mais sans certitude dans ce domaine. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que nous avons appris, ce que nous comprenons de ce chômage qu'on pourrait qualifier de postmoderne, c'est qu'on a un découplage entre ce qui se passe dans le monde émergent et puis dans notre vieux monde. Et dans l'OCDE, on est à peu près à 8,5% de taux de chômage à l'heure actuelle, alors que dans le monde non OCDE, et notamment dans le monde émergent, on est à peu près à 5,5%, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau antérieurement à la crise. Donc on a une concentration des problèmes à l'intérieur de l'OCDE, on a tendance ces problèmes à les regarder au niveau européen, on va les commenter essentiellement à cette maille dans ce qui va suivre, mais on peut observer qu'aux États-Unis, on revient simplement aujourd'hui, après 6 ans, au volume d'emploi qui était celui d'avant la crise. Mais comme entre-temps, les Américains sont plus nombreux, eh bien, il y a de l'ordre d'un gap de 5 millions d'emplois qui n'ont pas été créés tels qu'ils l'auraient été si la crise sous cette forme n'était pas intervenue. Et puis, dernier phénomène, et là pour le coup on l'observe tout particulièrement en Europe, la violence du choc, sa profondeur dans le temps, a créé des migrations internationales. 230 millions de travailleurs travaillent dans un pays qui est en dehors de leur pays d'origine, ce qui peut avoir naturellement beaucoup de vertus. On sait qu'en Europe, on a notamment une migration du sud de l'Europe vers le nord et notamment vers l'Allemagne, ce qui fait partie des éléments de flexibilité de la zone euro, ce qui n'est pas sans soulever un certain nombre de questions. À partir de là, 5 enseignements sur ce que la crise nous a appris sur cette relation entre l'investissement et l'emploi. Premièrement, il faut certes investir dans le capital humain et ne perdez pas de vue que la personne qui vous parle est un professeur. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, investissons naturellement dans le capital humain. Au moins, ça permettra de soutenir mon activité si ça ne crée pas d'emploi ailleurs. Mais ce que nous a appris cette crise, c'est également le fait qu'on a un phénomène massif au niveau mondial et tout particulièrement en Europe de surqualification. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a un sous-investissement, là pour le coup, dans l'efficacité des politiques actives du marché du travail. Les pays les plus vertueux, notamment dans le nord de l'Europe, investissent de l'ordre d'1% du PIB. En moyenne de l'OCDE, on est à peu près à moitié. Donc là, il y a un effet de levier. Troisième enseignement, les pays qui ont été les plus résilients à ce type de choc que nous avons subi étaient les pays qui avaient des niveaux de R&D assez élevés. Ou pour le dire différemment, les PIG, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc., et l'Irlande, étaient les pays qui en Europe avaient les niveaux de R&D les plus faibles. Quatrième et avant-dernière observation, les jeunes entreprises de moins de 5 ans ont continué à créer des emplois, y compris dans les années les plus dures, en 2008, 2009, 2010. Et enfin, tout dernier enseignement, et d'un point de vue sectoriel, si nous voulons trouver une raison d'espérer autour de l'investissement et de la capacité à créer des emplois, ne perdons pas de vue que la transition énergétique en Europe va supposer chaque année d'investir 300 milliards d'euros si nous voulons tenir les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Donc par rapport à l'interpellation que nous donnaient les étudiants hier matin durant la magnifique session donc de vendredi matin, il y a peut-être là une raison d'espérer. Je te rends la parole. Bon, merci Patrice. Alors vous avez tous noté, hein, 5 observations, 5 leçons, 5 points. On va essayer de les détailler et puis d'aller un peu en profondeur. Alors je vais passer la parole à Enrico Giovannini. Donc Enrico, vous êtes économiste, président de l'Institut national des statistiques et vous avez été ministre du Travail et des politiques sociales du gouvernement Letta d'avril 2013 à février 2014. Alors, de votre point de vue, quelles leçons vous tirez de cette grande récession dans laquelle nous avons plongé et de laquelle nous avons tant de mal à en sortir? Bonjour à tous. Allô? Oui. Bonjour. En fait, c'est un problème très grand et je pense qu'en Europe, on a encore du problème à comprendre la difficulté de sortir de ça. Je voudrais souligner 3 chiffres qui sont contenus dans les statistiques européennes.
vers la fin de l'année dernière, 50% de citoyens en Europe pensaient que la crise, le pire de la crise, était encore à venir. Donc, il y a beaucoup de pessimisme. Deuxième chiffre, en plus qu'on était déjà cité, c'est que 50% de personnes qui étaient en pauvreté et qui ont trouvé un travail, qui ont maintenant un poste de travail, ne sont pas sortis de la pauvreté en Europe. Donc, en plus de chiffres sur le chômage, etc., on a un problème de working poors. Donc, beaucoup de travail ne sont pas suffisants pour sortir de la pauvreté. Et le troisième chiffre, c'est encore le 50% de gens qui ont un travail à court terme, qui voudraient avoir un travail à long terme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème clairement de pessimisme en Europe sur le futur. Il y a un problème de chômage, en particulier pour le jeune. Et le deuxième, c'est l'incertitude sur la condition sociale, parce que avoir un job n'est pas suffisant pour vivre dehors de la pauvreté. Et le troisième, c'est l'incertitude sur le travail à court terme. Je voudrais aussi souligner que avant la crise, le taux de chômage en Europe et aux États-Unis était presque le même. Maintenant, en Europe, on est 13% et aux États-Unis, 6% presque. Donc, quelque chose s'est passé de différent dans les deux côtés de l'Atlantique. D'un l'autre côté, il faut aussi souligner qu'aux États-Unis, il y a un problème dramatique de taux d'activité. Donc, beaucoup de gens ne sont pas à la recherche d'un travail, d'un poste de travail. Donc, il y a un problème d'inactivité qui est très sérieux. Et aussi en Europe, on a un problème très sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas activement un poste de travail. Donc, dans cette situation, je pense, et je voudrais aussi souligner que pour l'Europe, pour l'Union européenne monétaire, donc l'eurozone, on est encore, en termes de disposable income de ménage, donc comme vous dites en anglais. Revenu disponible. Oui, exactement. Per capita, donc par tête, on est dans l'eurozone plus bas qu'avant la crise. Donc c'est vrai qu'il y a de performances différentes du nord, du sud, etc. Mais l'eurozone en total est encore dans une situation de dépression ou de grande récession. Donc si ça, c'est la situation, je pense que la caractéristique dominante de cette situation, c'est l'incertitude qui clairement bloque soit les investissements des entreprises, etc., mais soit aussi les investissements de gens qui ne sont pas à prendre de risques. Par exemple, en ouvrant une nouvelle entreprise ou accepter de se réformer parce que leurs compétences ne sont pas suffisantes. Donc ça, c'est un peu le blocage que je pense qu'on a en Europe et qui, les politiques européennes, n'aident pas à changer. En fait, on est bloqué dans ce point de vue et il faut clairement, et en fait, il y a plusieurs pays qui font ça, il faut augmenter l'efficacité, la productivité du marché du travail dans le point de vue de ressources disponibles dans le secteur public. En Italie, par exemple, j'avais lancé, en occasion de la garantie jeunesse, des actions pour augmenter l'échange d'informations dans tout le bureau de travail pour aider les personnes à trouver
de travail, mais ce n'est pas suffisant. En fait, je crois qu'il y a un problème à moyen, long terme, en particulier en Europe, de croissance et donc la possibilité d'offrir des possibilités de job, de travail, en particulier la jeunesse. Donc, je voudrais souligner encore deux choses qui sont, dans mon point de vue, très importantes. Le premier, c'est le concept de résilience qu'on a déjà entendu. Et c'est la capacité de changer de comportement, d'approche à front de la crise. En Europe, il y a des pays qui ne sont pas résilients, aussi parce qu'on n'a pas, dans le passé, éduqué les personnes, on a fait l'éducation à la résilience. Donc on était un peu habitués et que la situation était destinée à améliorer continuellement. Donc on a un problème de résilience que je pense c'est lié à la question de incertitude. Et enfin, le problème, c'est que, je crois, il y a le scarring effect, c'est l'effet de, je ne sais pas en anglais, en français, c'est la cicatrice. Oui. Oui, exactement. C'est la cicatrice qui peut bloquer le développement d'une génération entière pour le futur. Et donc, je m'arrête ici pour dire que je pense qu'il faut, et c'est la deuxième partie de l'intervention plus tard, faire un investissement dans le capital humain très fort pour investir dans le futur. Effectivement, on verra ça tout à l'heure. Là, on va faire un premier round justement pour continuer sur cet aspect du constat qui pour l'instant n'est pas totalement rose ni complètement optimiste. Alors, Kemal Dervish, vous êtes ce qu'on appelait à une certaine époque un citoyen du monde. Vous êtes d'abord économiste, vous avez été ministre de l'économie de 2001 à 2002 en Turquie, vous avez été administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, vous êtes aujourd'hui vice-président donc, du fameux think tank américain Brookings Institution, vous parlez toutes les langues, vous connaissez tous les pays. Alors, dites-nous quelle est votre analyse de cette situation, ses causes, ses conséquences, et puis cette espèce peut-être de divergence dont on a commencé à parler entre les États-Unis et l'Europe. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Alors d'abord, pour ces premières 3 minutes constat, et après on va essayer de se lancer un peu dans les solutions. Moi, ce que j'aimerais discuter un peu, c'est les deux grandes dimensions, la dimension microéconomique et structurelle du problème, et on en a beaucoup déjà parlé, mais aussi la dimension macroéconomique. Et j'aimerais souligner un peu cela parce que en se préparant à cette réunion, j'ai réalisé que c'était peut-être moi qui pensais le plus à la macroéconomie plutôt qu'aux effets structurels. Alors au niveau structurel, je crois qu'un bon résumé de ce qui se passe depuis très longtemps, depuis des décennies, c'est que l'emploi, c'est le résultat d'une course entre l'innovation technologique et la formation. Il y a toujours eu de changements technologiques énormes. Ça crée toujours des problèmes structurels. Il faut des nouveaux emplois, des nouveaux types de connaissances. Les anciennes connaissances ne sont plus aussi utiles qu'avant et évidemment, ça s'accélère. On va discuter de ça, je crois, en plus de profondeur dans quelques minutes. Mais là, on est dans une phase où l'accélération est encore plus rapide. Et donc, le sous-emploi temporaire, transitoire, les difficultés de changer de type de connaissances et de formation, je crois pour les prochaines années et même décennies vont être particulièrement importantes. Cela ne veut pas dire qu'on doit être pessimiste. Il y a des gens très pessimistes. Jacques Mistral, dans son résumé d'introduction hier, a signalé un livre qui disait que les machines allaient remplacer plus ou moins le travailleur, sauf le travailleur vraiment très très qualifié. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste, mais je crois que l'ajustement est devenu plus difficile. Et une partie de l'ajustement, évidemment, c'est la formation, l'investissement, mais il y a aussi une autre partie du côté des salaires.
et surtout des rémunérations relatives les uns aux autres. Je reviendrai. Donc ça, pour la microéconomie, je n'ai pas plus de temps pour approfondir. Et puis, il y a le côté macroéconomique. Et là, j'aimerais souligner un tout petit peu quand même l'importance de la dimension macroéconomique du problème. Alors, deux petites histoires de points, si vous voulez. On accuse les Américains de beaucoup de choses, mais personne ne les a jamais accusés de ne pas être flexibles, de ne pas être innovants, de ne pas travailler ou de trop rouspéter. Or, dans les années 30, comme vous le savez, il y a eu la grande crise aux États-Unis avec un taux de chômage proche de 30%. Donc il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Et il y avait une politique, une crise macroéconomique et une politique monétaire et fiscale désastreuse, qui est vraiment la cause de ce type de chômage. Alors quand on analyse le chômage, je crois qu'il faut toujours réfléchir quelle est la part macroéconomique et quelle est la part structurelle. Il y a toujours les deux. Deuxième petite histoire, le patron de General Motors a introduit les robots dans ses usines il y a déjà très longtemps. Enfin, pas ce patron d'aujourd'hui, mais d'antan. Et il a invité le patron des syndicats de l'industrie automobile visiter les nouvelles usines avec les robots. Et il a dit, tu vas être bien embêté, parce qu'eux ne vont pas faire la grève, ils ne vont pas rouspéter, ils vont travailler 24 heures, peut-être pas 24 heures, il faudrait une demi-heure d'entretien, mais ils vont travailler sans arrêt. Et le patron des syndicats a regardé, très impressionné, il a dit, oui, mais il y a quand même un problème. Si c'est les robots qui ont tout le travail et c'est vous qui en êtes propriétaire, donc qui avez le revenu de cette propriété, qui va acheter les automobiles? Et donc, il y a le côté keynésien, macroéconomique de l'histoire, qu'il ne faut pas non plus oublier. Alors voilà, je crois que les deux dimensions sont là. Bon, la situation se présente un peu différemment en Amérique, en Europe et dans les pays émergents. Je crois qu'il y a trois situations assez différentes, et même à l'intérieur de l'Europe, il y a quand même des différences. Mais je finirai avec un constat, c'est quand même très étonnant qu'en Europe, surtout dans l'eurozone, et pas partout, mais où en moyenne, dans l'eurozone, le taux de chômage est proche de 12%, 11,7 je crois, est la dernière statistique exacte, eh bien cette eurozone a un surplus dans la balance courante des paiements de 320 milliards de dollars, ce qui est 2 fois plus que la Chine en valeur absolue et 4 fois plus que la Chine en pourcentage du PIB. Et je crois que là, il y a quand même un problème. Quand il y a un grand problème de chômage dans une économie ou dans un groupe économique, que ce groupe ait un grand excédent dans la balance des paiements qui fait pression sur le taux de change et qui apprécie encore plus l'euro, évidemment, ça ne facilite pas la solution du problème. Cela ne veut pas dire que c'est le seul problème, mais j'aimerais en revenir, mais j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas que des bonnes politiques structurelles et des réformes du marché de l'emploi, des investissements et tout ça se font dans un cadre macroéconomique qui devrait offrir beaucoup plus de soutien justement à la solution de ces problèmes et à l'emploi. Merci. Merci Kemal. Alors justement, donc effectivement, on viendra sur l'aspect un peu politique du sujet qui est énorme. Alors vous disiez la situation est très différente aux États-Unis, dans les pays émergents, en Europe. Alors là, je vais justement en profiter pour passer la parole à Pierre Nanterme, parce que lui, il a un pied dans ces trois régions. Le monsieur qui est à ma gauche fait travailler 300 000 personnes. Il en embauche 60 000 chaque année. Il en a 60 000 en Europe, 100 000 en Inde, 40 000 aux Philippines. Donc, du travail, il y en a, manifestement. Alors, Pierre Nanterme, vous êtes PDG d'Accenture, qui est un des géants mondiaux du service informatique. Pour vous, la machine n'a pas l'air d'être totalement en panne ?
Oui, j'ai l'impression que je suis sur la table ronde pour remonter le moral voilà, allez-y, vous avez de la 2 minutes salle. 50. Donc, j'ai 2 minutes 50 pour vous remonter le moral. Vous aurez 50 minutes de déprime après. Je suis ravi de jouer ce rôle. Oui, alors, moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas de fatalité du tout à la reprise sans job. Bien au contraire. Donc, je suis ravi d'avoir l'occasion de témoigner en ce sens-là. Si tant est qu'on investisse dans l'éducation, qu'on investisse dans les hommes et le capital humain, qu'on choisisse les filières et les activités à forte croissance et qu'on encourage l'entrepreneuriat. Et si on fait tout ça, et dans la deuxième partie, on pourra avoir des mesures très précises, bien évidemment, on peut créer du travail. Bien évidemment, d'ailleurs, ça existe partout dans le monde. Comme c'était dit, on a en Europe un chômage qui est double, et la problématique du taux d'emploi aux États-Unis et en Europe est la même. Et la problématique du taux d'emploi en France et en Europe est la même. Donc, dans ce que l'on mesure, c'est assez comparable. Comme Philippe, vous le disiez, donc 300 000 personnes, ces 10 dernières années, y compris durant la crise, on a recruté 500 000 personnes. Sur ces 10 dernières années, on en recrute 60 000 par an, 13 000 en Europe. Donc, on parle souvent de l'Inde, des Philippines, comme si l'emploi se créait en dehors, et 1300 en France. Donc, bien évidemment, on peut recruter dans ces pays-là. Je précise qu'il y en a qui sortent de votre entreprise quand même. Vous n'avez pas 2 millions d'employés. Donc Non, ils sortent, mais la plupart de ceux qui sortent, la grande majorité, non seulement retrouvent du travail, et une autre partie de gens qui sortent créent de l'emploi. Et créant de l'emploi, créent un cercle vertueux qui est de créer des business associés. Donc, où est la magie? Parce que c'est un peu la question, où est la martingale? La martingale, elle est, aujourd'hui, s'il y a un secteur d'activité ou une partie de l'activité qui est en très forte croissance, c'est tout ce qui est lié à l'innovation technologique. Et par conséquent, l'innovation technologique fait rapport à des filières d'éducation et de formation qu'on appelle mondialement STEM. Je sais que c'est un mot qui est moins utilisé en Europe ou en France, pour tout ce qui est carrière scientifique, technique, d'ingénierie et de mathématiques. Ça a une croissance extrêmement forte, et quelques chiffres avant de passer à la deuxième partie sur qu'est-ce qu'il faut faire. Si on regarde IDC, qui est un grand cabinet de prévision, 3,8 millions de jobs en Europe dans uniquement le cloud computing en 2020. Gartner, un autre grand cabinet de prévision, 4 millions de jobs sur tout ce qu'on appelle les analytics, donc la gestion des données analytics, de création de jobs. Si on prend, en effet, donc ça c'est sur la partie innovation. C'est en Europe, les deux chiffres c'est sur l'Europe. Alors, il y en a un qui est sur l'Europe, sur le cloud, et les 4 millions sont des prévisions worldwide. Mais partons sur les 3,8, sachant qu'un autre cabinet très prestigieux, McKinsey, a évalué de 4 à 5 l'effet multiplicateur. Donc si vous créez 1 million de jobs dans la technologie, vous créez 4 millions en fait, de jobs par les services associés. Donc technologie, innovation, et ce n'est pas seulement dans notre secteur de l'informatique. La technologie et l'innovation, on l'a dans l'automobile, on l'a dans la grande distribution, on l'a dans les grands produits de consommation, on l'a dans le textile, on l'a dans l'agriculture. C'est le fait d'investir massivement dans ces technologies de l'innovation. On sait que ça crée des emplois, mais il faut en effet investir dans les filières, y compris les filières d'éducation. Mon autre élément, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'on parle souvent, et je parle sous le contrôle de mon ami Grégoire Saint-Hill, qui est là, avec qui on travaille sur l'association de Young European Association, pour lequel Accenture est partenaire. On a mené une recherche qui d'ailleurs sera présentée au B20 et au G20 en Australie dans 15 jours, qui démontre que le développement de l'entrepreneuriat, notamment dans les filières digitales et numériques, ont le potentiel de créer 10 millions d'emplois pour les jeunes. 10 millions d'emplois pour les jeunes dans les pays du G20, sachant que dans les pays du G20, c'est à comparer à 44 millions de jeunes sans emploi. Donc, filière d'excellence, innovation, technologie de l'information, à la fois pour trouver des jobs plus classiques et également pour développer l'entrepreneuriat. On parle de dizaines de millions de jobs. Bon, alors, c'est parfait. Vous nous avez un petit peu gonflé le moral. Mais tout à l'heure, on va essayer d'aller encore plus loin avec des propositions concrètes. Là, je passe la parole à Jean-Luc Placé. Donc, vous êtes président de la Fédération Syntec. Alors, la Fédération Syntec, ça regroupe en gros toutes les entreprises de conseil en France, que ce soit du conseil en
en informatique, en communication. Ça représente combien d'emplois en France, vos adhérents? Alors en tout, la Fédération Syntec, c'est 950 000 emplois, c'est 80 000 entreprises et c'est 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons l'extrême honneur d'avoir la filiale d'Accenture parmi nos adhérents. Voilà, donc c'est pour ça. Ouais, presque 1 million d'emplois, quand même, c'est pas mal. Alors, dans votre... Grâce à eux, d'ailleurs, on augmente. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème, de l'emploi en France, oui, spécifique dans votre activité? Si vous voulez, c'est un point. Moi, mon rôle, dans le fond, c'est de montrer de quelle manière. Alors, on a une vision globale qui, dans le fond, est peut-être un petit peu plus positive que ce qu'on voit, mais en France, j'aurais tendance à être un peu plus négatif. Si vous voulez, la Fédération Syntec, c'est donc l'ingénierie, c'est l'informatique, c'est le conseil, c'est la formation, c'est beaucoup de choses. Ça intervient directement dans les productions aussi bien industrielles que de services, et ça a connu une phénoménale croissance, ne serait-ce que ces 10 dernières années. Depuis l'an 2000, grosso modo, nous avons doublé de volume, de 450 000 à 950 000 salariés. Et on assiste aujourd'hui à, c'est vrai, une certaine stagnation, depuis la crise de 2007-2008, mais particulièrement depuis 2013. Il n'y a pas eu cette croissance telle qu'on peut le voir aujourd'hui. Et c'est vrai, en France aujourd'hui, nous avons des phénomènes, je serais moins macroéconomiste que microéconomiste, nous avons des phénomènes de frein en ce moment. La Fédération Syntec est toujours très intéressante pour des économistes parce qu'elle fait 3 fois le PIB. Quand le PIB de la France fait 1%, on fait 3. Quand le PIB de la France fait -1, on fait -3. Et là, incontestablement, cette croissance à 0,7 de l'ensemble du pays en 2014, le gouvernement avait dit 1, c'est 0,7. Nous, on a prévu, et en plus c'est exact, on a eu nos statistiques avant les prévisions du gouvernement, ils sont à 2,1. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas on va faire 15 000, 20 000 emplois de plus cette année. Nous sommes structurellement positifs. C'est très bien, mais beaucoup moins qu'avant. Et pourquoi? Alors, moi, je vois 4 éléments qui, en France particulièrement, dans des métiers à forte valeur ajoutée comme les nôtres, qui interviennent très directement dans l'économie réelle, quels sont nos principaux freins? Alors, malheureusement, il y a un ancien ministre qui va me succéder, malheureusement, incontestablement, la dépense publique, incontestablement certaines lois qui ont été redoutables pour nous. Je vais peut-être faire hurler la salle, mais les 35 heures, nous sommes des métiers qui vendons du temps, incontestablement du temps de consultant, du temps cher, etc. etc. Ces contraintes réduisant notre compétitivité, réduisant notre productivité, ont eu un impact sur l'emploi phénoménal. Les politiques sont très obsédés, c'est très bien, de bas salaires, et d'essayer de cantonner, de maintenir les bas salaires, de maintenir le nombre, en tout cas, d'emplois dans ces domaines-là. Ça se fait maintenant, c'est évident, au détriment de l'investissement qu'il faudrait faire sur les salaires à forte valeur ajoutée. On parlera peut-être du CICE tout à l'heure. Il y a un deuxième point qui est terriblement dangereux pour, encore une fois, des métiers comme les nôtres. Je n'ai pas la prétention de parler pour tout le monde. Mais ce qui est terriblement dangereux en ce moment chez nous, c'est, en France, c'est cette aversion au risque. L'aversion au risque, c'est tous les jours la volonté plutôt de rester sur ce que l'on a que de tenter de conquérir ce qu'on n'a pas. Or, les métiers du Syntec, c'est d'essayer, c'est des pêches, des filets de pêche pour essayer d'attraper ce que l'on n'a pas. À partir du moment où culturellement il y a des blocages de cette nature-là, l'impact sur l'emploi est tout à fait évident. Troisièmement, moi, ce qui me frappe en France, et j'aime la France infiniment, mais c'est dans le fond, nous avons une sorte de modèle social, le modèle de 45, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais nous n'avons pas encore, au contraire de mon voisin ou de mes voisins, etc., nous ne sommes pas à l'aise avec un modèle économique et social. Un modèle économique et social, ça veut dire que les projections que nous faisons sont des projections qui lient la réussite économique et qui peut lier les avantages sociaux que l'on en tire. En France, on a l'impression d'une espèce de déconnexion. Je vais même être totalement provocateur si mes adhérents ou mes propres collaborateurs entendaient ça, ils me foutraient à la porte. Mais incontestablement, nous mettons avant tout la qualité au travail, etc., équilibre vie privée, vie professionnelle, plutôt que de mettre en avant la réussite, les causes de la réussite, les poids de la réussite, etc., etc. Donc nous avons incontestablement sur ces sujets-là des problèmes. Et le dernier point qui, pour moi, caractérise la situation française, c'est un point très politique, c'est ce goût pour l'uniformité. Nous avons chevillé au corps, pourtant ce pays
latin d'origine, chevillé au corps l'uniformité, chevillé au corps l'espèce d'égalité, voire d'égalitarisme. Or, on ne peut pas traiter de la même manière une grande entreprise, un grand groupe magnifique comme Accenture, ou une petite entreprise, même une petite entreprise de service. Et la volonté des politiques de plaquer dans tous les domaines sociaux, stratégiques, financiers, fiscaux, le même modèle à des réalités différentes au nom de cette égalité, grippe quelque chose. Et pour qu'une fédération comme la mienne trouve le moyen de dire « oui, on a encore un delta d'emploi positif, mais méfiez-vous », la source commence à se tarir, c'est qu'incontestablement, au niveau politique et au niveau de l'organisation même sociale et économique, nous avons quelques sujets d'inquiétude. Bien, merci Jean-Luc Placé. Donc le message est clair et en plus c'est une forme finalement d'introduction à notre deuxième tour de piste où chacun va devoir en 2 minutes nous donner... Ah ben non, j'ai encore Éric Woerth bien sûr. Non mais vous ne nous avez pas livré le constat alors. Oui, parce que c'est la fatigue. Alors, non, Jean-Luc Placé a été tellement définitif sur l'État française que, évidemment, je me suis dit, maintenant, essayons de changer les choses. Alors, justement, en forme de transition, donc, Éric Woerth, vous avez entendu un petit peu tout ce qui s'est dit. Alors, ce qui s'est dit, évidemment, sur le contexte international, on comprend que ce n'est pas un problème franco-français, mais que se surajoutent, effectivement, des spécificités françaises au sujet. Alors, est-ce que vous êtes un peu en accord avec ce qui s'est dit et quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur le marché de l'emploi ? Merci d'avoir réussi presque à me faire oublier, parce que c'était les politiques français n'étant pas très à la mode en ce moment, c'était pratique. Mais en 2000, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de fatalité au chômage. Je pense qu'on est nombreux à penser ça, et mon voisin l'a très très bien dit. En 2006 ou 2007, c'est-à-dire pas vraiment au siècle dernier, on était à peu près 7% de chômage, et on espérait, il suffit de relire les journaux de l'époque, au-delà de la parole politique, on espérait au fond parvenir au chômage structurel, c'est-à-dire à 4 ou 5%. Bon, tout ça a été balayé. Ce qui est au fond aussi une autre question, qui est de ne pas avoir une analyse très originale, n'est pas nécessairement une faiblesse. Aujourd'hui, c'est pas l'analyse qui compte, c'est en réalité le courage des solutions. Les solutions sont assez compliquées en France. Donc les analyses sont plutôt faites. Alors, les analyses, c'est quoi? C'est d'abord qu'il y a un peu de conjoncturel et qu'il y a beaucoup de structurel sur le chômage français. Il n'y a pas de marché du travail. On nous parle de marché de travail. Il n'y a pas de marché du travail. Il n'y a pas d'offres et de demandes qui se retrouvent dans un lieu précis. Même Pôle emploi, qui fait des efforts, n'est pas totalement ce lieu. Il n'y a pas de facteurs de souplesse qui permettent d'adapter l'offre à la demande. La rigidité du code du travail, comme la rigidité des salaires, crée évidemment, au fond, un phénomène de rupture qui est le chômage, tout simplement. Sur les aspects d'abord conjoncturels, évidemment, le manque de croissance apparaît comme l'élément principal. Quand il y a de la croissance, il y a de l'emploi. Quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Mais les conditions de fonctionnement de la France créent cette difficulté de croissance. Trop de dépenses publiques égale trop de prélèvements obligatoires, égale au fond une faiblesse de l'investissement, une faiblesse des marges, une faiblesse de l'investissement, et puis au bout du compte, une faiblesse de l'emploi. Il faut répondre à cela. Il y a une sorte d'enchaînement fatal qui est décrit souvent, et c'est un enchaînement fatal qu'il faut briser d'ailleurs sans idéologie. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout idéologiques. Sur les phénomènes structurels, il y a d'abord un salaire minimum qui est aujourd'hui probablement trop élevé. C'est compliqué de dire ça. Une fois que vous avez dit ça au journal de 20h de TF1, vous avez peu de chance d'y revenir, parce que c'est évidemment extrêmement impopulaire et on peut le comprendre. Mais il n'empêche que les règles qui concourent aujourd'hui au salaire minimum en France sont complexes pour une bonne et simple raison, c'est que c'est complètement déconnecté de la productivité du travail. Et tant qu'on a un salaire qui passe au-dessus de la productivité du travail, il y a toute une partie de personnes qui ne retrouvent évidemment jamais de travail. On crée à ce moment-là des systèmes sociaux. Ces systèmes sociaux créent une dépense publique insupportable qui affaiblissent les entreprises. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment ne pas avoir de systèmes sociaux, mais en tout cas, c'est un sujet dont on peut discuter sans tabou, sans s'insulter, sans tomber dans la caricature française qu'on connaît bien. Le travail est aussi évidemment trop cher. Il y a un coin fiscalo-social, c'est une difficulté très très importante entre d'un côté
ce que coûte le travail à l'entreprise et au fond ce qui lui rapporte ce coin fiscalo-social. Il y a bien un moment donné où il faudra en parler. La rigidité du code du travail, elle est dénoncée 1000 fois sans arrêt. On parle de dimension, de taille du code du travail, tout ça. Au fond, la vraie question, c'est comment on modifie le code du travail et comment on essaie de passer à une société plutôt de contrat plutôt qu'une société qui rigidifie avec des règles générales qui valent pour tous. On a besoin d'une société de contrat et dans le domaine du travail, on devrait mettre le contrat bien avant les règles générales. Donc il faudrait que le code du travail soit beaucoup plus flexible et qu'en même temps, il y ait une liberté, notamment au niveau des entreprises, sur la nature du contrat de travail. Le temps de travail, c'est là aussi probablement une porte ouverte sur laquelle beaucoup de Français ne sont pas d'accord, mais le temps de travail tout au long du mois, tout au long de la semaine, comme tout au long de la vie, est aujourd'hui trop faible. Les systèmes de formation sont inadaptés. On parlait de jobs de demain. Évidemment, il y a plein de jobs qui seront créés et qui n'existent pas. Et ce rythme évolue de plus en plus vite. Et il faut que nos systèmes de formation s'adaptent. Il faut que l'innovation ou la structure de l'entreprise s'adapte. Enfin, dernier point, il y a une sorte de double blocage, mais mes prédécesseurs l'ont dit. Il y a un manque de confiance en l'avenir en France qui est assez préoccupant, plus préoccupant qu'en Europe encore. Et ce manque de confiance est évidemment un frein considérable à la croissance et donc un frein considérable à l'emploi. Et puis c'est compliqué pour un politique aussi, autre blocage, c'est très compliqué pour un politique d'avoir à expliquer des mesures qui sont souvent extrêmement impopulaires et qui ne concourent pas à l'amélioration individuelle de la situation de chacun. Regardez, à chaque fois qu'il y a un débat télévisé où un politique de haut niveau, un président de la République par exemple, ou un candidat à l'élection présidentielle se trouve devant des Français, et notamment des Français qui sont au chômage, le dialogue est impossible. Parce que ces réponses sont dans un futur assez éloigné, alors que le problème de la personne est évidemment un problème pour le jour même. Et il y a une sorte de décalage incroyable entre la parole politique sur le chômage et l'attente des Français. Oui, alors merci Eric Woerth. Vous avez donc effectivement largement maintenant abordé la question des pistes pour s'en sortir, et on voit bien que effectivement l'attitude des politiques est de plus en plus compliquée en termes de conjugaison du court terme et du long terme. Enrico, alors je vais me livrer à un exercice que les journalistes adorent et que détestent les intervenants, c'est chacun, vous allez me donner les 3 mesures qu'il faut prendre d'urgence pour résoudre le problème, de façon à ce qu'on sorte de cette salle avec un optimisme débordant. Alors, Enrico Giovannini, les politiques, Eric Woerth le disait, sont un peu paralysés finalement par justement cette pression du court terme. Les 2-3 choses à faire, si on arrive, on a la possibilité de prendre 3 mesures, qu'est-ce qu'il faut faire? Le traité de Maastricht et le six-pack donnent une flexibilité au système public pour les investissements dans les machines et dans le bâtiment. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cette flexibilité dans le point de vue de l'investissement en capital humain, qui est la source de croissance dans le moyen terme. Donc je crois qu'il faut mettre l'investissement dans le capital humain au même niveau de l'investissement dans le capital fixe et utiliser le politique qu'on a à disposition pour faire ça. Deuxième chose, il y a beaucoup de discussions maintenant au niveau européen sur l'introduction d'une dimension sociale de l'union monétaire. Il y a plusieurs propositions. Je voudrais aussi vous inviter à lire l'article 3 du traité de Lisbonne, qui n'est pas seulement à propos de la stabilité des prix et de la stabilité fiscale, mais il y a beaucoup de propositions sur côté social et environnemental. Donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites par la Commission. Par exemple, la création d'un système européen d'allocation de chômage pour aider les pays qui sont coupés par des chocs, pour éviter une crise sociale qui peut devenir une crise politique. Et je voudrais vous inviter à n'oublier pas les résultats des élections européennes il y a quelques jours. J'espère que le politicien européen ne va pas oublier ça. Et le dernier point, c'est côté des entreprises.
Et c'est un peu la relation avec le robot que Kemal a mentionné avant. Je pense que s'il y a un problème d'incertitude d'investissement dans le futur, comme les entreprises ont commencé à faire les investissements sur l'environnement, sur la proposition Corporate Social Responsibility, donc la responsabilité sociale d'entreprise, je pense qu'il y a maintenant le pilier social à développer par les entreprises, parce que s'il y a une crise de confiance, il y a un blocage social, sera très difficile de vendre les voitures et les autres produits. Donc je pense qu'il y a un intérêt des entreprises d'investir dans ce point de vue et mettre, comme on dit en anglais, le car before the horses. Je pense qu'en français c'est le chariot avant le bœuf. Oui, c'est pas conseillé en général, mais... Parce qu'autrement, ce sera vraiment difficile de sortir dans une crise qui risque de devenir une crise systématique à long terme, qui n'est pas bien pour l'économie, clairement, mais aussi pour les gens et pour notre société. Merci Enrico. Alors Kemal, vous, est-ce que vous pensez qu'on a tout essayé? Est-ce que les Américains ont une recette qui marche mieux que les Européens? Vos 3 mesures qu'il faudrait prendre. Bon, juste rapidement, je persiste à dire que la situation aux États-Unis, en Europe et dans les pays émergents, je n'ai pas le temps de rentrer, mais est quand même assez différente. Aux États-Unis, il y a une énorme flexibilité du marché du travail, mais il y a des faiblesses sociales qui sont quand même, pour des pays les plus riches du monde, difficilement acceptables et qui ne seront jamais acceptables en Europe. En Amérique, 60% de la population n'a pas droit à un congé de maternité, paternité payé. 0. Donc il y a une flexibilité énorme, mais il y a aussi des problèmes sociaux énormes, et l'inégalité est de très loin, beaucoup plus élevée. Le problème des robots qui ne vont pas pouvoir acheter des voitures, c'est plutôt en Amérique. Ce n'est pas un problème, je dirais, français et européen pour le moment. Donc il y a des différences. Le chômage est à 11,7 en eurozone, il est à 7% aux États-Unis, mais, comme l'a dit le professeur Giovannini, la participation au monde du travail est au plus bas aux États-Unis depuis 40 ans. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça va très très bien aux États-Unis. Alors, 3 points. D'abord, je crois que ce qui est vraiment important et ce qui est souligné de façon très éloquente dans le rapport qui vient de sortir de France Stratégie, commissariat au plan, je crois que ça s'appelle, préparé par Jean Pisani-Ferry et son équipe, il y a une recommandation, je crois, qui est très importante, c'est de se focaliser sur un accompagnement et un soutien à l'individu dans son parcours de vie, plutôt qu'à des inflexibilités, des protections sectorielles, du cloisonnement qui ne sont pas, qui sont pas compatibles avec l'avenir de la nouvelle technologie, les nouveaux besoins de l'économie du XXIe siècle. Mais il faut accompagner l'individu, on ne peut pas laisser tomber l'individu. Une société, et là j'exagère un peu pour le ministre Burke, mais il y a eu des moments où j'ai senti qu'il faut un contrat entre l'individu et l'entreprise. L'individu tout seul, l'entreprise avec tous ses moyens, en plus totalement globalisé, qui peut changer de pays et de région et de siège à n'importe quel moment. Ça serait un manque d'équilibre. Je sais qu'il ne voulait pas vraiment le dire comme ça, mais il faut un équilibre entre la protection de l'individu, du travailleur, du citoyen, un équilibre entre le marché qui doit fonctionner, mais aussi la société qui, c'est un cliché peut-être, mais comme l'a dit aussi le ministre Wörth, ce n'est pas nécessairement faux. Je crois que la majorité des citoyens d'Europe aimeraient quand même une société, un marché qui fonctionne, mais pas une société qui est dominée par le marché. Et troisième point, je reviens sur le macroéconomique. Le macroéconomique, il est vraiment masochiste d'essayer d'avoir un surplus dans la balance des paiements dans l'eurozone quand il y a tous ces problèmes d'emploi, même des difficultés de croissance, même en Allemagne. Il faut un rééquilibrage macroéconomique. Ce n'est pas normal que les pays du Sud ont fait l'ajustement de leur balance courante. La Grèce même a un surplus maintenant dans sa balance courante, tandis que l'Allemagne augmente son surplus de 20 milliards de dollars chaque mois. Et ce n'est même pas bon pour l'Allemagne. Il faut une relance
surtout, et de nouveau, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue italien, il faut faire la différence entre les dépenses qui soutiennent la formation de capital, la formation du capital humain, la croissance et les dépenses courantes. Un traité de Maastricht qui est interprété de façon trop étroite, une austérité qui n'est pas productive pour l'avenir, est en fait une politique macroéconomique que j'appellerais masochiste. Bon, alors, merci Kemal. Pierre Nanterme, baguette magique, vous devenez Premier ministre après-demain. 3 mesures à prendre immédiatement. 2, voilà. Vous avez droit à 2, c'est encore mieux. 2, donc ça fait 2 minutes, allez-y. Allez, 2, et je serai le plus court. Bon, la première, c'est investir massivement dans le capital humain. Donc là, comme je ne suis pas Premier ministre, je fais uniquement mon job chez Accenture. Donc nous, on investit 900 millions de dollars par an en formation auprès de nos collaborateurs. C'est un chiffre extrêmement... Enfin, près d'1 milliard de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on investit 1 milliard de dollars en acquisition. Notre investissement en capital humain est équivalent à notre investissement en acquisition. Donc, je crois que c'était mentionné avant, de donner la priorité à l'homme et de mettre le paquet. 2, je vais quand même en faire 3. Il faut réinvestir dans les filières scientifiques et techniques. Un chiffre, parce que je pense que les chiffres sont parlants. Toute l'Europe, c'est 12 000 milliards de dollars de PNB. C'est 25% de l'économie mondiale. 1 million par an de formation dans les fameuses STEM, scientifiques, techniques, engineering et mathématiques. L'Inde, qui a un PNB 4 fois moindre que l'Europe, 1,2 million. Donc, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais on a un tel déficit en Europe et ce serait exactement pareil aux États-Unis. Les États-Unis et l'Europe, 50% du PNB mondial, ont perdu leur attraction dans ces filières. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a fait des STEM qu'on fera de l'innovation et de la technologie. J'en veux pour preuve que nos plus grands dirigeants en Angleterre sont diplômés de lettres et principalement de grec ancien. Donc, mais ça aide si on a fait une carrière scientifique et technique aussi. Et finalement, la mobilité. On a beaucoup parlé du coût du travail, je ne reviendrai pas, mais c'est la mobilité du travail. Chaque jour, on a plus de 30 000 collaborateurs qui se déplacent d'un pays à l'autre pour apporter leurs compétences ou pour aller former des jeunes. Je suis horrifié, et je conclurai avec ça, quand j'entends des limitations qu'on mettrait à la capacité qu'on a de bouger les talents d'un pays à l'autre, principalement quand on parle des étudiants. J'étais totalement horrifié quand on envisageait dans notre pays que les étudiants, après leurs études, ne puissent pas rester, doivent repartir dans le pays. C'est une folie. Donc la mobilité du travail est extrêmement importante, la mobilité des talents et la mobilité des jeunes. Alors, Jean-Luc Placé, 3 mesures, vite. Non, je vais m'applaudir parce que... C'est pas mal, oui, c'est mieux que la première fois même. C'est mieux que la première fois, j'ai été assez content de mon intervention. Voilà, Jean-Luc Placé, 3 mesures, allez-y. Alors, effectivement, 3 mesures un petit peu provocatrices. Alors, la première pour les politiques, et là, encore une fois, je parle pour la Fédération Syntec, arrêter ces politiques, même des contrats de compétitivité, des politiques qui ne s'intéresseraient pas aux emplois à forte valeur ajoutée. Si vous voulez, c'est mortifère d'investir le peu que nous pouvons investir uniquement sur des emplois à bas salaire, très bien, des emplois à bas salaire avec des limites, effectivement, et dont on ne sait pas jusqu'où elles descendront peut-être un jour ces limites. Il faut investir dans les emplois à forte valeur ajoutée. Ce qui est épouvantable, c'est dans les situations mondialisées comme celle de nos métiers, on doit tous les jours rédiger des propositions. Ces propositions nécessitent une compétence, donc nécessitent des revenus pour payer ces compétences. J'allais dire, ne pas les traiter d'une manière particulière et ne pas donner ce soutien me paraît être, moi, suicidaire. Deuxièmement, justement, le capital humain. Alors moi, je le prendrais un peu d'une autre manière. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, etc., et notamment sur les lacunes. Mais, grosso modo, je suis tout à fait contre l'espèce de chasse aux grandes écoles qui est un peu ridicule. Mais comme je suis dans une université, ce qui me frappe, c'est les exemples finlandais et suisses. C'est-à-dire que dans le fond, 20% ou 30% d'une classe d'âge va à l'université pour former quoi? Des universitaires, des intellectuels ou certains types de métiers de prestation de services intellectuels, justement. Et le reste,
Et le reste, c'est autre chose. En France, tout est à l'université ou quasiment. Le reste, c'est former des filières d'excellence dans la technologie, dans la gestion, c'est-à-dire former des gens dont nous avons besoin. Le lien entre entreprises, là je le vois, je les connais, enfin les liens entreprises, universités, etc., bon, tout ça, le côté académique regarde les exigences des affaires et du business d'une manière parfois un petit peu condescendante. Mais il faudrait, à côté des grandes écoles, très bien, à côté d'universités peut-être plus centrées sur des métiers intellectuels, des formes excellentes qui donneraient d'ailleurs en France une projection. Les jeunes se projettent vis-à-vis des grandes écoles. Il faudrait aussi se projeter vis-à-vis de quelque chose, un savoir-faire d'excellence en technologie et en gestion qui me paraît être essentiel. Et le troisième point, je voudrais une série américaine. Vous savez, comme la Game of Thrones ou compagnie. Je voudrais une série qui mette en avant une culture du résultat, une culture du succès, une culture de l'entreprise. J'aimerais enfin qu'on trouve ça plutôt plus sexy que de ne rien foutre. Merci Jean-Luc. Alors, Éric Woerth, vous retournez aux affaires demain, avec Pierre Nanterme d'ailleurs. C'est un scoop. Allez, 3 mesures, sharp. Bon, 10 alors. Alors, non, vous n'avez pas le droit. Bon, d'abord, il faut changer le gouvernement. Vous m'avez dit que c'était... Non, j'exagère, je plaisante. Il faut une politique économique et sociale, une meilleure intégration des politiques économiques et sociales sur le plan européen. On ne peut pas avoir des politiques qui vont dans tous les sens, partager la même monnaie, etc. Il faut évidemment une intégration, ce qui créera la mobilité auquel vous appelez, qui est évidente, mobilité dans les têtes, mais aussi mobilité physique. Il faut se poser la question du coût du travail. Je sais bien que c'est extrêmement impopulaire. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la notion de salaire minimum, pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, il faut se poser des questions sur la formation du salaire minimum et sur la simple idée qui est que est-ce qu'il ne crée pas des trappes à pauvreté définitives ou des exclusions du marché du travail total. Et ces questions, on peut se les poser entre gens de responsabilité, sans tomber évidemment dans l'idée que la société doit être sauvage et écraser les plus faibles. Donc il faut vraiment se poser cette question de la trappe à pauvreté dans le domaine du travail, du coût du travail. Il faut augmenter le temps de travail. Je dirais qu'il faut augmenter l'âge de la retraite, il faut augmenter le temps de travail hebdomadaire. Le travail ne se partage pas, c'est une vieille lubie. Évidemment, le travail appelle le travail, et donc il faut évidemment augmenter le temps de travail et en même temps baisser la dépense publique pour relancer l'investissement. Comment dire sans être agressif ? Il faut moins de dialogue social et plus de décisions publiques. Je ne crois pas à un moment donné, que le système aujourd'hui de dialogue social, le dialogue entre les partenaires sociaux, puisse aboutir à des réformes structurelles. Je pense qu'il poursuit un système, mais qui n'aboutit pas à des réformes structurelles dont on a besoin. Il faut à un moment donné que les politiques reprennent le manche là-dessus. On le voit sur les accords sur l'emploi, on le voit sur beaucoup de sujets. Et donc il faut évidemment dialoguer. Je ne vais pas caricaturer ce que je dis, mais en même temps, on a besoin de décisions politiques plus que probablement de dialogue social. Et puis dernier point, il faut une formation professionnelle qui veuille dire ce qu'elle veut bien dire. Il faut augmenter le niveau de qualification en France à tous les niveaux. On voit bien que la formation professionnelle, elle n'a pas le vent en poupe en ce moment-là, peut-être dans les discours, mais pas dans la réalité des choses. Il faut moins de contrats aidés probablement, donc moins de dépenses publiques, et plus investir sur la formation professionnelle. Il faut accepter le risque là-dessus. Une société qui ne prend aucun risque est au fond une société de chômage. Bon, merci Éric Woerth. Moins de dialogue social, plus de décisions publiques, ça va être tweeté, ça, hein, je vous préviens tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que lundi, il y a lundi, il y a les grandes négociations sociales qui commencent. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Adrien Fontenot, à qui on va donner un micro. Alors, Adrien, vous êtes étudiant, mais étudiant de haut niveau, puisque vous êtes étudiant en doctorat. Hein. Vous avez quel âge, Adrien ? 25 ans. 25 ans, voilà. Alors, Adrien a 25 ans. Ça veut dire qu'il n'a connu que des périodes de décroissance, comme disait M. Pisani-Ferry il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous êtes... D'abord, moi, je pose une question, puis après, vous posez une question à l'audience. Ma question est très simple. Est-ce que vous êtes optimiste sur votre insertion dans le monde du travail ?
l'avenir n'est pas rose, mais parce qu'on sait que, notamment, pour ce qui me concerne, étant étudiant en doctorat, que beaucoup de... C'est un doctorat d'économie ? Doctorat d'économie, oui. Doctorat d'économie. On sait que beaucoup de jeunes docteurs ont des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail. Et disons que je suis plus optimiste depuis une semaine, parce que j'ai suivi vraiment une formation formidable et d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes docteurs, et voilà, à faire valoriser notre thèse comme un projet au sein des entreprises, justement. Donc voilà, je dirais que si on s'en donne les moyens aussi, et si on travaille bien avec les professionnels, on peut s'en sortir, et voilà, donc notamment même avec un diplôme. Bon, super. Alors la question. Donc déjà je vous remercie de me proposer pour ça. La question, elle va être simple, c'est comment concilier la quantité d'emplois, donc la réduction du taux de chômage qui apparaît évidente, et la qualité des emplois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études, notamment au niveau européen, qui ont montré qu'investir dans la qualité de l'emploi permettra, et au moment de la reprise de la croissance, certainement, de la soutenir. Ce sera un levier supplémentaire. Donc comment on peut préparer la société de demain, c'est-à-dire vraiment arriver à réduire le chômage et améliorer la qualité des emplois. Voilà, j'ai entendu plein de choses sur les 35 heures, plein de choses sur... Alors, on est d'accord, c'est la qualité... est-ce que c'est la qualité au sens niveau de formation, ou est-ce que c'est la qualité au sens bien-être au travail? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu des deux. C'est une notion assez vaste. Donc il y a la conciliation vie professionnelle, vie familiale, et il y a plein de types d'indicateurs. Voilà, donc c'est un peu vaste, mais disons que c'est des indicateurs qui ont été définis au niveau européen, et voilà, ce serait voilà la question. Alors pour nos panélistes, donc 2 sujets. Merci Adrien. Merci. Pour nos panélistes, 2 sujets qui finalement se croisent quand même malgré tout. C'est effectivement celui de la formation, comment on fait la transition, parce qu'on a compris grâce à Pierre Nanterme que les emplois qui se créaient, c'était plutôt dans les data analysts et dans le cloud computing. Donc ça suppose quand même une certaine formation. Donc la partie éducation, et puis effectivement, est-ce que tout ça c'est conciliable aussi avec une qualité au sens bien-être de travail que les jeunes semblent rechercher en avant tout. Alors, Pierre Nanterme d'abord, mais alors là vous avez vraiment 1 minute chacun, enfin ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet, allez-y. Non mais on m'a fait le coup avant, donc je parle en premier. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est quand même 1 minute. La contrainte vous va bien. Bon, pour répondre à cette question, il faut bien évidemment continuer le rapprochement permanent de l'université et de l'entreprise. On fait beaucoup d'efforts. Nous-mêmes, on est très associés à ces rapprochements université-d'entreprise. On travaille beaucoup là-dessus pour, en effet, éviter autant que faire se peut qu'un docteur, qui est l'un des plus prestigieux diplômes que l'on ait en France, doive suivre une formation d'insertion à la vie professionnelle. Ça ne devrait bien évidemment pas exister. C'est extraordinairement étonnant. Donc il faut que ce travail d'adéquation entre l'offre et la demande, les compétences nécessaires et celles que peut produire un système éducatif qui reste parmi l'un des meilleurs du monde, soit beaucoup mieux organisé. Le deuxième point, j'irai sur la qualité du travail. Il faut qu'on soit beaucoup plus ouvert, notamment en France, pour embrasser les différentes formes de travail. Et surtout avec les générations qui arrivent, on était passé aux générations X, Y et on poursuit. Nous, par exemple, on met en place de plus en plus de formes extrêmement souples de travail. Travail à la maison, travail à distance, etc. Utilisation systématique des outils technologiques de travail collaboratif. C'est-à-dire aussi, ce que l'on voit notamment par rapport aux générations que tu représentes, c'est il y a une recherche dans la qualité de vie de la bonne souplesse dans la relation avec l'entreprise. Donc l'idée qu'on arrive, et c'est pour ça qu'en effet, il y a des côtés désuets au travail posté, au travail en 35 heures, il y a une nécessité d'avoir une liberté dans les modes de travail qui est aujourd'hui, cette nécessité est absolument impérative. Certains viennent travailler dans l'entreprise, certains viendront moins, certains travaillent à plein temps, certains travailleront sur des délais totalement différents en fonction du travail qu'ils font, en fonction de leur période de vie. Donc moi, je suis pour casser cette rigidité, on parle beaucoup de casser la rigidité
du marché en tant que tel, mais des modes de travail, et redonner à ça une flexibilité, et c'est de cette flexibilité qu'on aura un plus fort épanouissement professionnel. Très bien, merci. Alors, alors très Jean-Luc Placé, mais très court, hein, et pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a un point, peut-être pour notre ami et pour les entreprises ici présentes, il y a un point absolument majeur. Le dialogue social, ce n'est pas que la négociation collective, c'est le dialogue managérial. Un bon moyen d'insérer de jeunes diplômés ou de moins diplômés, c'est la qualité du dialogue à l'intérieur de l'entreprise faite par les managers. C'est quelque chose qui a été beaucoup négligé à cause des 35 heures peut-être ou à cause d'autres sources d'informations issues d'autres modes opératoires. Moi, je crois à l'intérêt du face-à-face et à l'intérêt de la formation d'un patron vis-à-vis d'un de ses subordonnés. Oui, Kemal. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est particulièrement rapprochement université-entreprise, mais je crois qu'il y a une chose que pour la France qui est vraiment très important, comparant à l'Allemagne, c'est la nature du dialogue en fait. Je suis d'accord qu'il faut des décisions. J'ai passé 2 semaines, la première fois de ma vie en Allemagne, dans un cadre de programme d'analyse, et la façon dont l'entrepreneur et le travailleur, l'État et l'entreprise, les deux grands partis, le centre-gauche et le centre-droit, arrivent à s'asseoir ensemble, à discuter de façon pragmatique et à sortir des solutions acceptables pour la large majorité des citoyens, je crois que ça c'est extrêmement important. Je n'ai pas de solution magique comment le faire, mais un des grands avantages que je vois, surtout en Allemagne, mais aussi à moindre degré dans des pays comme la Suède, etc., cette capacité pragmatique de se mettre d'accord sans exclure et sans en faire une sorte de bataille idéologique à outrance où tout le monde perd. Je crois que ça, c'est très important. Merci. Un petit mot, Patrice, quand même, parce que vous êtes professeur d'université, vous voyez défiler plein de doctorants, justement. Vous me disiez en aparté, finalement, les surdiplômes, ça crée aussi des printemps arabes, hein, c'est-à-dire des gens qui sont surdiplômés et puis qui ne trouvent pas de boulot à la sortie. Qu'est-ce que vous pensez de... Bon, on est dans la phase où il nous faut rassembler des raisons d'espérer. Donc, moi, il se trouve que tous mes doctorants sont des doctorants en entreprise, une bonne demi-douzaine, et puis c'est un modèle qui, en tout cas dans mon université, est assez banalisé. Donc, de toute façon, la question de leur employabilité ne se pose pas. Et puis, par ailleurs, l'État est très généreux dans ce domaine. Donc, il y a des mécanismes, il y a des dispositifs. Donc, le fait d'être titulaire d'un doctorat peut condamner à devenir universitaire, ça a été mon cas. Aujourd'hui, les choses, très heureusement, ont changé. Ça n'est plus le cas. Et la possibilité de s'insérer en ayant un doctorat a très considérablement évolué au cours des 10 dernières années. Et puis, par ailleurs, sur la frontière entreprise université, je faisais une confidence à Jean-Luc Placé en lui disant que j'avais animé pendant une dizaine d'années un cabinet de conseil qui était dans sa fédération avec une vingtaine de salariés. Donc des visions un peu schématiques entre l'endroit où se situe l'académie et l'endroit où se situent les entreprises doivent sans doute être un peu révisées. Bien. Éric Woerth ? Lorsque je parlais de dialogue social, je parle du dialogue social institutionnalisé, scénarisé, bureaucratisé. Je ne parle évidemment pas du dialogue qui est nécessaire à tous les étages. Je pense que la meilleure façon de lutter contre le mal-être au travail, c'est évidemment le mal-être au travail, c'est l'absence de choix. C'est qu'au fond, une fois que vous avez eu la chance de trouver un travail, vous ne pouvez pas le quitter parce qu'il n'y a pas de marché du travail et que vous n'avez aucune alternative ou très peu d'alternatives. Alors, parfois, vous en avez un peu, mais c'est beaucoup dans votre tête, mais enfin, c'est aussi dans la réalité. Donc, le vrai mal-être au travail, c'est l'absence de travail. Et donc, il faut combattre cela, comme on le disait, notamment par l'innovation, par la qualification, par l'élévation du niveau de formation et par bien d'autres choses. Je voudrais dire que les Allemands ont créé ce qu'on appelait des mini-jobs. Je suis allé avec Bruno Le Maire rencontrer les ministres allemands qui gèrent cela. Alors on peut critiquer tout ça, on peut dire que c'est de la trappe à pauvreté aussi, on peut dire tout cela, mais au fond, ça donne quand même du travail. Et il y a des gens qui cumulent des mini-jobs avant d'arriver à un job plus complet. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'être dans un système d'assistanat et de ne pas travailler en essayant de rentrer sur le marché du travail? On peut en discuter longtemps, mais enfin, en même temps, moi je pense que tout vaut mieux que pas de travail, et qu'il faut créer toutes ces passerelles-là sans tomber dans les excès, sans tomber dans les abus.
Et je remarque que d'ailleurs, dans une société où on a créé des mini-jobs, il y a à la fois beaucoup d'emplois et qu'en même temps, les dirigeants de ce pays ont 72% de taux de satisfaction, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les pays qui ne l'ont pas fait. Merci, merci Eric. Qui voudrait... Enrico, vous voulez ajouter un petit mot? Oui, très brièvement. Deux considérations en fait. Il faut souligner que les petites et moyennes entreprises sont les entreprises qui créent plus d'emplois que les grandes entreprises. Et donc, il faut réfléchir sur l'intégration de politiques industrielles, si je peux dire ça, pour relancer le rôle des petites et moyennes entreprises et la politique de l'emploi, où on peut aussi améliorer la qualité du travail parce que dans les petites entreprises, il y a une relation entre l'entrepreneur et les autres beaucoup plus facile, je dirais. La deuxième question, c'est en fait pour les médias. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais en Italie, normalement, on indique, on souligne les entrepreneurs de succès quand ils ont 50 ans, 60, je ne sais pas. Il faut soutenir les seniors. Est-ce qu'il y a une approche pour souligner le Zuckerberg ou les autres gens qui ont lancé des entreprises et qui ont fait le succès? En Italie, ça, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut remettre le rôle de l'entrepreneur au centre de la communication publique pour indiquer aussi les histoires de succès et pas seulement le problème. Alors, on a des gens en France qui sont très talentueux pour faire ça, pour mettre en valeur les entrepreneurs. Il y en a quelques-uns. Alors, bon, pour les médias, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas non plus, comme vous, comment marchent les médias en France. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter un peu sur cette note-là. Moi, je note que finalement, à une époque où... Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, on s'arrête, oui. Ben voilà, on va... Non, mais j'étais en train de tisser patiemment une conclusion. Non, juste dire, finalement, à une époque où tout le monde dit que la machine est en train de prendre le pouvoir... finalement, c'est là qu'on s'interroge le plus sur le capital humain. On est en train d'évoluer finalement d'un capitalisme de machine à un capitalisme humain, ce qui ne veut pas dire que la transition se fera sans douleur. Merci à tous.